Ok, alors bonjour à tous. Je m'apprête à faire une petite série de vidéos sur l'art de façon générale, le dessin en particulier, la peinture aussi. Je le fais d'abord pour mes élèves, ce qui leur permettra d'avoir des références à garder, un contenu à garder et à pouvoir revisionner. Et puis je le fais un peu pour tout le monde qui s'intéresserait aux techniques de dessin, comprendre ce que c'est le dessin. Donc ça part du dessin, mais ça ira largement plus loin, puisqu'on abordera des notions de physique, d'esthétique, qui est la branche philosophique liée à l'art, et, euh, et aussi d'histoire de l'art, bien entendu. Je fais cette démarche parce que je commence vraiment, d'une part parce que je commence vraiment à en avoir assez d'écouter tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur Internet, d'entendre des gens qui disent des absurdités, des inepties totales, pour essayer de donner des conseils en dessin. Donc c'est l'obscurantisme absolu. Il y a une méconnaissance profonde de ce que c'est que de regarder, de comprendre le monde qui nous entoure et de vouloir en donner sa lecture artistiquement parlant, on va dire. Il y a une grosse méconnaissance de l'histoire de l'art totale, c'est-à-dire que les références les plus absolues, ceux de l'art classique, de l'art, des arts les plus anciens jusqu'on va dire au moderne. Et quand je parle de moderne, je parle bien de l'époque moderne qui est à peu près celle qui démarre à peu près avec Manet, grosso modo, aux années 30, 40. Donc même cette période-là est assez méconnue, enfin en tout cas dans ses aspirations et dans ses développements techniques. Donc on va essayer d'expliquer ça. Je me mettrai beaucoup d'exemples aussi. J'essaierai de faire quelque chose de compréhensible, bien que ce soit très dur, d'expliquer des choses qui relèvent d'un langage non verbal, principalement puisque le but, c'est pas vraiment un but, hein. On ne se dit pas quand on fait de l'art, on ne se dit pas bah tiens j'ai un but, mais les principes mêmes qui régissent l'art, une pratique artistique, sont des principes émotionnels. Ce sont des principes, même quand ils sont construits intellectuellement, comme ça a pu être le cas pendant la grande période de la Renaissance, ou par exemple avec le pointillisme, qui était extrêmement théorisé, malgré tout, le principal n'est pas dans cette théorie, mais dans le ressenti, dans la réception, dans l'émotion avant toute chose. Et l'émotion, quoi qu'il arrive, n'est pas contrôlable. Donc, compliqué à expliquer. On essaye d'utiliser des métaphores parfois, on essaye d'illustrer comme on peut la chose. Donc, je vais faire tout mon possible pour rendre ce langage le plus clair qu'il soit. Je parlerai, je pense qu'on va commencer cette vidéo par le dessin lui-même et sa fonction et l'erreur fréquente de l'histoire de la ressemblance. Alors quand je dis ressemblance, évidemment beaucoup de gens qui veulent apprendre le dessin veulent que ce soit ressemblant. Le problème n'est pas tant le désir de ressemblance, mais le désir de ressemblance à quoi? Quand on regarde les choses, on en a une idée qui nous appartient. C'est-à-dire qu'on a une construction intellectuelle d'une chose qui est préétablie par rapport à tout ce qu'on a vécu. Et finalement, quand on regarde un objet, on lui donne une identité. Cette identité ne vient pas de l'objet, mais de nous-mêmes. C'est-à-dire que l'objet rentre dans un contexte qui nous fait ressortir des petits tiroirs au niveau du cerveau, des petites ouvertures, on va dire, comme des petites boîtes. Et il faut absolument que le phénomène visuel qu'on observe réponde à des critères et rentre dans des petites boîtes. Et finalement, le désir de ressemblance est un désir de ressemblance par rapport à une image préconçue.
qui est utile, hein, c'est forcé, on a forcément des images préconçues, c'est ce qui nous permet d'appréhender les choses, mais ça n'est pas du tout une démarche réelle de la ressemblance. C'est-à-dire que si je vois une chose, ce qui m'intéresse de savoir, si je veux que ça ressemble à ce que je vois, c'est quel phénomène m'apparaît. Quel phénomène m'apparaît? Le phénomène qui m'apparaît, c'est des lumières qui se posent, la lumière qui vient, qui irradie une pièce, qui se pose sur des objets. Ces objets me renvoient cette lumière dans certaines conditions. Donc je vais avoir des intensités d'ombre et de lumière. Je vais avoir ce qu'on va appeler des contrastes colorés. Hein, c'est toujours de toute façon, là aussi c'est la lumière, puisque la couleur vient à 100% de la lumière. J'expliquerai ça un petit peu plus loin dans une autre vidéo. Mais quoi qu'il arrive, des contrastes, oui, bah, par exemple, si ma main se pose sur un fond qui absorbe la lumière, donc qui est noir, je vais voir ma main et je vais imaginer un contour de cette main, ce qui est totalement faux, hein. Il n'y a pas de contour dans la nature. Les contours, ça n'est qu'une une délimitation mentale qui nous permet de situer un objet et de le désigner. Je reviendrai aussi là-dessus parce que le dessin, dans sa conception initiale, je dirais dès notre plus jeune âge, c'est vraiment désigner. Donc faire des contours là où il n'existe pas pour mettre entre parenthèses une chose, la mettre à part pour parler de cette chose. Mais quand j'observe en tout cas, je peux évidemment voir un contraste fort qui me permet de distinguer cette main sur un fond sombre. Cette main, je vais avoir tendance à la dessiner comme l'idée préconçue que j'ai d'une main. Il faut absolument qu'on voit tous les doigts, il faut absolument que ça corresponde. Or, si je tourne la main, je vois très bien que là, je n'ai plus un objet visuel qui s'approche de la conception que j'ai d'une main. Ou si je fais ça, encore moins. Ce qu'on appelle des raccourcis. Et là, encore moins. Donc, finalement, est-ce que ça ressemble à une main? Qu'est-ce qui ressemble à une main? Cette main ou celle-ci? J'ai deux mains, qu'est-ce qui ressemble le plus à une main? Donc, évidemment, pour nous, une main, c'est ça. Et rarement ça. Pourtant, on a bien deux mains à voir et éventuellement à dessiner. L'idée, c'est de ne pas avoir d'idée préconçue. L'idée, c'est d'uniquement mesurer à peu près, prendre la distance des choses d'une apparition visuelle. La main telle qu'elle est, j'oublie que c'est une main. Je m'occupe uniquement de savoir placer des masses lumineuses devant des masses d'ombre. Là, en l'occurrence, c'est vraiment ça. Je pense qu'on n'a pas énormément d'ombre et de lumière. Là, un peu plus. Vous voyez, on a une sorte, tout à coup, on a une sorte de triangle plus sombre par rapport à celui-ci, tout simplement parce que la lumière venant de devant moi, elle éclaire de façon plus généreuse le dessus de ma main, cette partie-là, qui renvoie de la lumière. Tout simplement, ça renvoie de la lumière. Là aussi, ça envoie, mais beaucoup moins. Derrière, j'ai un pull dit noir. Il n'est pas noir, mais il absorbe beaucoup de la lumière. Puisque le noir n'est pas une chose. On en reviendra aussi là-dessus. Le noir n'existe pas. Le noir, c'est l'absence d'une chose. Ce qu'on pourrait appeler un noir total, c'est une absence totale de lumière. Donc, il nous apparaît noir parce qu'il absorbe une grande partie de la lumière et ne la renvoie pas, tout simplement. Et du coup, ça fait un ensemble de contrastes. Évidemment, si j'avais des gants noirs sur ce pull noir, on ne pourrait plus distinguer ma main pour la simple et bonne raison que ma main, elle, telle qu'elle est, renvoie la lumière. Si elle absorbait la lumière, elle réagirait exactement de la même façon que mon pull. Donc on ne la distinguerait pas. C'est vraiment le principe des contrastes. Quand on dessine, c'est vraiment la première chose qu'on doit repérer, même quand on dessine au trait. Moi, j'aime bien dessiner par les ombres et les lumières, donc chercher directement de l'intérieur des masses d'ombre et des masses de lumière. Mais même quand on dessine par le trait, ce qu'on va plutôt appeler l'école du dessin, celle de Ingres, Jean-Dominique Ingres, celle de Raphaël, etc., malgré tout, on prend conscience de cette chose-là. C'est-à-dire que les traits qui seront plus sombres vont être plus marqués. Les traits qui seront plus lumineux, et d'autant plus si par endroit les fonds sont lumineux, devront être plus clairs, plus légers, laisser passer la lumière. Donc, ce qui va être sûr, c'est que là, on n'a pas ce qu'on imagine être une main. Quand on dessine de façon très logique, très naturelle,
eh ben, on ne veut pas ça, on n'arrive pas parce qu'on ne reconnaît pas. Ça ne rentre pas dans nos cases mentales d'une main qui est comme ça. Pour revenir au contraste, si j'avais un pull couleur peau, on aurait énormément de mal à voir ma main. Et par exemple, même là où elle se détache sur du gris, donc c'est nettement moins, c'est moins net, c'est beaucoup moins net que sur du entre guillemets du noir, mais on voit quand même très bien que mes doigts renvoient plus la lumière que l'écharpe. Et ce qui est assez délectable, c'est qu'on voit comme un contour qui se crée. Alors c'est vraiment des histoires de contraste et d'ombre. Notre œil, notre cerveau analyse d'une certaine façon et va mettre là où on va voir du contraste, l'œil automatiquement, le cerveau, va accentuer ce contraste dans les pourtours de mes doigts, par exemple, qui sont plus lumineux, face à l'écharpe. Pourtant, il n'y a pas de réalité physique à ça. C'est le cerveau qui va accentuer certaines zones. Les zones de contraste, le cerveau a tendance à jouer avec. C'est important de comprendre ça pour pouvoir nous-mêmes en jouer quand on fait un dessin. C'est-à-dire, certaines zones accentuer le contraste entre deux parties. Donc, de vraiment avoir conscience qu'une chose qu'on va dessiner n'existe que par les choses qui l'entourent. C'est-à-dire une chose blanche sur un fond blanc n'existe pas. Une chose noire sur un fond noir de la même façon. Elle peut exister, mais elle n'a aucun intérêt puisque elles se font, il n'y a plus de contraste et je ne la vois pas. Je ne perçois les choses que par contraste. Donc, on va faire très très attention à nos images mentales, les fameuses petites cases qu'on a. Une main, c'est ça. Oui, c'est ça. Enfin, peut-être. C'est comme ça qu'on la raisonne, qu'on la désigne. Mais la main, c'est aussi ça. C'est aussi ça. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Enfin, c'est une multitude de choses qu'on pourra représenter. Si je m'arrête à la main, c'est bien beau, mais il y a des cas qui sont beaucoup plus flagrants qu'une main, et à commencer par les yeux. Alors, les yeux, c'est un sujet assez particulier, le visage de façon générale, c'est un sujet assez particulier. On est très très attaché à l'œil. Très attaché à l'œil parce qu'on le distingue du reste du visage et que par le regard, il y a beaucoup de choses qui passent, notamment parce que c'est par lui que nous percevons le monde extérieur, enfin du moins de façon visuelle, par l'œil. On échange beaucoup par les yeux, il y a énormément de muscles qui nous permettent uniquement de communiquer autour de l'œil. Donc l'œil a un rôle particulier, de plus il n'est pas de la même texture que le reste du visage. Pour rendre compte de l'œil, on peut le faire par le dessin de façon simple, mais si on le fait à la peinture notamment, on doit avoir une texture un petit peu différente, enfin des effets, la brillance n'est pas la même, la peau ne renvoie pas la lumière de la même façon que l'œil lui-même, la couleur n'est pas tout à fait la même, puisque la peau, elle est plutôt dans des tons bruns très clairs, qu'on appelle des ocres jaunes, couleur chair, ça veut tout dire et rien en même temps, c'est ce qu'on pourrait appeler en peinture les trois couleurs primaires mélangées avec une dominante de jaune et de rouge, surtout de jaune, bien sûr éclaircir de façon très claire, alors que l'œil, le blanc de l'œil est gris, un gris très clair. S'il est gris, c'est qu'il tire vers le bleu, légèrement. Donc il y a des couleurs, ça j'expliquerai pour les mélanges de couleurs et les confusions qu'on peut avoir qui sont souvent liées au vocabulaire, au mélange de différents mots. Ça apporte beaucoup de confusion. Donc si je me centre sur mon œil, eh bien un œil, la plupart des personnes, enfin la plupart toutes les personnes qui dessinent un œil, le séparent du visage. Il faut beaucoup dessiner pour s'approcher de ce qu'est un œil tel qu'il nous apparaît. Parce qu'on a une charge émotionnelle énorme par rapport à cette partie du corps, on tient absolument à ce qu'elle soit séparée
séparée du reste du visage. On veut vraiment la délimiter. Donc on va s'occuper de l'œil très précisément et on va faire un œil tout à fait symbolique qui est très très loin de la réalité, qui est l'œil idéal conceptuellement parlant. C'est un concept. C'est-à-dire qu'on va faire un contour total, peu importe la façon dont il va être éclairé. On verra très souvent le petit noir dans la pupille de l'œil, vraiment le plus petit, c'est très très important, alors que à 90% des cas, quand on regarde, on ne voit pas ce petit rond noir. On va vraiment s'attacher à des choses qui n'existent pas, mais qu'on conceptualise, et si on le fait différemment, on ne va pas comprendre. Donc ça, c'est des erreurs logiques. Ce sont des erreurs logiques, et pour en sortir, il faut s'éloigner de ce qu'on représente. Alors quand je dis s'éloigner, déjà physiquement, il faut prendre du recul. Si on est trop près, on va s'intéresser aux détails. C'est le détail de l'œil, c'est le détail du visage par rapport à ce qu'il y a autour, etc. Pour les lèvres, ça marche à peu près pareil. Pour le nez, c'est assez énorme. Vous savez, le nez, quand on le représente, on voit toujours ces deux traits-là dans les dessins qui n'existent pas. Je veux dire, j'ai de la lumière et de l'ombre parce que le nez est une proéminence qui va prendre beaucoup plus nettement la lumière. Là, je vais avoir des ombres, d'accord ? Mais vous voyez bien que si je tourne mon visage, la lumière se diffuse et qu'on n'a pas de trait. Le trait de séparation du nez n'existe pas parce que nous, on veut conceptualiser un nez comme un élément, un membre qui serait détaché en quelque sorte du reste du visage. Or non, on a de l'os derrière. L'os va déformer la peau vers l'avant. L'os est là. La peau, qu'elle soit ici ou ici, c'est la même. Donc elle prend la lumière de la même façon, sauf qu'elle a une orientation fréquemment. Notre nez étant incliné dans ce sens-là, ça représente une pente, et la lumière venant en général du haut, on est rarement éclairé par le bas, comme de façon naturelle, le soleil est en haut, enfin au-dessus de nous, les lumières en général sont en haut, et donc on a cette partie du nez qui va prendre la lumière. Donc sachant qu'on a une protubérance qui prend la lumière, évidemment ça va créer de l'ombre, puisque c'est un élément qui va venir se positionner devant le reste du visage, ça va créer de l'ombre. Mais tout dépend. L'ombre, c'est pas juste de traits. L'ombre, c'est une ombre bien placée, bien sentie, qui n'est certainement pas les traits marqués qu'on voit dans la plupart des dessins, des gens qui essayent de dessiner. Bien évidemment, les contrastes sont beaucoup plus forts, avec par exemple les sourcils. Le sourcil qui est relativement épais, mais qui de toute façon est d'une texture et d'une couleur très très différente, donc il va absorber beaucoup la lumière, et donc là on a des contrastes vraiment importants. Il y a d'autres endroits, sous le nez fréquemment, on a pour les mêmes raisons, on a une ombre forte qui se pose, qu'on ait comme moi de la moustache ou pas, on a une ombre forte, puisque en règle générale la lumière venant du haut, elle est bloquée par le nez, c'est-à-dire qu'on va avoir une lumière forte sur le nez, et sous le nez on aura une ombre. Donc ça c'est important, de bien capter cette ombre. Ça, c'est très léger, ces deux ombres. Et puis si je tourne un peu la tête, ces ombres n'existent plus, évidemment, puisque mon visage va renvoyer la lumière de la même façon ici que ici. Donc le trait, c'est un trait psychologique qui n'existe pas. Il est dans nos têtes, mais il n'a pas d'existence. Si dans l'œil, on peut lui placer une certaine existence en termes de matière, puisque la matière de l'œil n'est pas la même que celle de la peau, donc entre guillemets, il y aurait un fond de vérité dans les yeux cernés là qu'on dessine avec le haut et le bas, qui s'appuie pas vraiment sur la nature de ce qu'on voit, mais plus sur celle de la texture même des choses qu'on a dans la tête. On sait que l'œil est différent en termes de matière, donc il y a un tout petit peu plus de légitimité. Malgré tout, c'est faux. C'est faux. Elle existe cette différence de matière, mais ça n'est pas du tout suffisant pour justifier le grand trait que fréquemment les élèves ou les débutants en dessin, ou les gens qui dessinent beaucoup mais qui ne comprennent rien à ce qu'ils voient, soit, vous savez, ce trait du dessous là, qui est quasiment jamais présent, c'est-à-dire qu'il faudrait un visage très très éclairé, il faut des conditions spéciales pour qu'on le voit, ou alors il faut être avec un niveau de précision tel qu'on verrait le port des peaux quasiment à peu près partout. Donc en tout cas pour le nez, c'est absolument justifié, ce que je dis toujours à mes élèves, ne les faites pas les traits, oubliez-les, on aura beaucoup plus
de facilité à recréer en voyant un dessin où ces traits, qui, quoi qu'il arrive, seront faux, ou à recréer une légère ombre si elle n'est pas là, c'est-à-dire que notre cerveau va la recréer malgré tout. Ne vous inquiétez pas, le cerveau, il fait très bien les choses. Hein. Il reconstruit des choses qu'il ne voit pas. Par contre, quand on a quelque chose de faux, il va nous dire oui, c'est faux là. Et ces deux traits sont faux. Cette ombre en dessous, elle est très très importante. Je montrerai ça dans des, dans des petits exercices de dessin que je montrerai. Dans tous les cas, mon conseil premier, c'est de ne pas écouter les conseils, de ne pas écouter les méthodes, parce qu'elles sont toutes aussi stupides les unes que les autres. Quand on regarde, ce qu'on regarde, le premier principe, c'est de regarder, d'observer, d'essayer de comprendre. Encore une fois, je le répète, de mesurer, d'essayer de voir chaque chose par rapport à une autre, comment sont placés les yeux les uns par rapport aux autres, quelle place ils occupent, quelle courbe, quel contraste. Hein, quand on dessine des yeux clairs, en général, les gens font des trucs, genre quelqu'un qui a les yeux bleus. Les yeux bleus, ça n'existe pas, mais on appelle ça des yeux bleus, les yeux gris. Hein, les yeux bleus n'existent pas, chez l'humain en tout cas. Quand les gens dessinent des yeux, les yeux clairs, ils vont faire quelque chose de très très clair, ce qui est relativement faux. C'est-à-dire que même des yeux clairs, hein, on le voit en fait, on est choqué en général quand il y a des yeux très clairs, souvent quand il y a une peau bronzée en même temps, une peau hâlée. Mais on est assez marqué parce que la majorité ont des yeux très très sombres, voire noirs, qui absorbent donc beaucoup la lumière. Mais quand on dessine et qu'on observe vraiment les choses, on perçoit que même les yeux clairs sont foncés. Donc, si on observe bien, on ne réfléchit pas en se disant « Oh là, les yeux sont clairs !» On se dit « Tiens, je vais regarder, est-ce que le bleu, le gris de l'œil, est-ce qu'il est aussi clair que la peau ?» Et on se rendra compte que non, bien évidemment, il est beaucoup plus sombre. Donc toujours, c'est des histoires de contraste, mais surtout de contraste observé. Il faut mesurer chaque chose à côté de de ce qui lui est proche. Donc il faut observer. Il ne faut pas se fier à, vous savez, les espèces de ronds, là, que les méthodes, une tête c'est fait comme ça, avec un rond, une petite croix dans c'est du n'importe quoi. On l'a essayé pendant... Léonard de Vinci a essayé, ça ne marche pas. Albrecht Dürer a essayé, on a vite oublié ces stupidités qui sont vraiment là pour brouiller les pistes. Il n'y a pas de méthode. La vraie méthode, c'est d'observer, de dessiner, de se tromper. Il faut se tromper, c'est hyper important de se tromper. Enfin, de toute façon, on ne fait que ça. On ne fait que ça. Si on ne se trompait pas, ça voudrait dire qu'on aurait un regard total et qu'il y aurait une vérité humaine. Or, des artistes éminemment géniaux ont un regard très différent des mêmes choses. S'il y avait une bonne façon de faire, on aurait un artiste génial ou un modèle génial, et en fait on aurait un modèle et tout le monde ferait à peu près comme ce modèle. Ça n'existe pas. On est dans la perception. Quand on recherche à comprendre les formes, on se met face à la forme. Et face à cette forme, on entretient un nouveau rapport, on évalue. On évalue, comme je disais, tous les rapports, toutes ces formes internes, externes, entre elles. On regarde les grandes directions, les grandes lignes. Vous savez, souvent dans les livres, on vous montre les directions. Alors, c'est très très souvent mal fait, mais oui, les directions sont très importantes. J'ai appris beaucoup avec un de mes maîtres qui était prof aux Beaux-Arts, James Blodet, qui était prof de dessin, qui nous faisait inlassablement dessiner des sarcophages romains parce qu'il y avait une stature extraordinaire au niveau des directions. Hein. Il y avait des choses... Je montrerai ça un petit peu en détail, des formes qui renvoyaient vers d'autres formes, des directions qui étaient d'un enseignement redoutable. Il nous mettait en évidence le rapport avec la composition d'artistes comme Nicolas Poussin. C'est extraordinaire comme il y a une maîtrise de ces directions chez tel ou tel artiste. Chez Rubens aussi, mais alors de façon très différente. Hein. Chez Rubens, c'est une sorte de vertige comme ça qui accompagnait un truc, un élan déséquilibré, quelque chose qui nous emmène et puis est presque à nous faire tomber pour créer un peu cet appel
cette instabilité qui nous plaît chez Rubens, qui va nous plaire cette gestuelle comme ça, tandis que chez Nicolas Poussin, qui est complètement dans l'héritage des Romains et de ces fameux sarcophages que vous pouvez trouver au Louvre, hein, ils sont dans une grande allée là près de... Enfin, je montrerai un petit peu où c'est, je montrerai les sarcophages en question. On a cet équilibre pensé, raisonné, d'une stabilité totale, d'une intelligence totale, avec des symétries qui n'en sont pas des vraies, hein, qui sont vraiment là pour construire et nous faire circuler notre regard. Donc voilà, ça c'est quand on observe les directions, on se rend compte de ce qui va fonctionner ou pas. On a les contrastes, je ne reviendrai jamais assez là-dessus, même quand on dessine uniquement avec du trait, le contraste qu'on va créer avec un trait marqué et avec un trait léger, voire presque assuré, ça va faire toute la différence. Celui qui cerne, qui détourne, ce qui n'existe pas chez les grands dessinateurs, on peut regarder, hein, même si le trait est utilisé, il y a toujours la circulation d'air. Celui qui cerne, il tue son dessin, il l'enferme totalement. Là aussi, c'est toujours James Blodet qui m'apprenait ça. Donc, j'ai eu, je pense, 3-4 grands maîtres pour comprendre les choses. Le premier étant Michel Houplin, celui qui m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux, de me dessiller les yeux, de voir au-delà des apparences. Et donc, d'une autre façon, aux Beaux-Arts, École des Beaux-Arts, il y a eu James Blodet. Moi, j'avais tendance à vouloir faire ressortir les figures en mettant un fond très sombre derrière, mais de façon brutale, ce qui crée de toute façon une forme de cernement, je ne sais pas si on le dit, enfin ça faisait quelque chose de détouré. Et du coup, rien ne circulait, j'enfermais, il me disait, vous enfermez vos figures, vous ne leur permettez pas de respirer. Il avait tellement raison. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte, c'est pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il disait, je m'efforçais de comprendre et de travailler. Donc c'est vraiment d'observer le vivant, surtout arrêtez, que ce soit mes élèves ou les autres, vous voulez apprendre à dessiner, arrêtez de dessiner d'après votre téléphone ou une image. Vous ne ferez jamais quelque chose d'intéressant d'après une image. C'est vous qui percevez. On peut utiliser une image comme un document, mais ça nécessite déjà d'avoir une très grande maîtrise. Hein, je donne un exemple d'un artiste... un artiste qui est mort il y a quelques années, mais on est encore considéré comme un contemporain, Francis Bacon. Francis Bacon se documentait, utilisait des images qui étaient nulles en fait. Il y avait plein de magazines et il se servait de ça, sauf que lui, il s'en servait, c'était juste un outil. C'est pas qu'il recopiait pas une image. Si vous recopiez une photo, vous ferez la copie d'une photo et pas du tout d'une réalité. C'est-à-dire que vous donnerez à voir quelque chose qui a été déjà vu et souvent mal vu. Donc, d'après nature, d'après le vivant, tant qu'à faire, d'après des choses qui bougent, le mouvement, c'est la vie. C'est dans les écrits de Ingres qui était pourtant un dessinateur on ne peut plus classique et académique, dans les écrits d'Ingres, Ingres insistait énormément sur la nécessité de dessiner le mouvement, de donner du mouvement, c'est-à-dire de se confronter au mouvement. Nous ne voyons pas les choses en arrêt, en mode stop. On les voit en mouvement. Alors arrêtez de dessiner des choses arrêtées. Quelqu'un qui pose est en mouvement. Quelqu'un qui pose devant vous, vous dessinez le portrait de quelqu'un, vous faites du nu dans une école de dessin, une école d'art, etc. Vous avez quelqu'un qui pose, donc qui semble être à l'arrêt, sauf que c'est faux. Cette personne est en mouvement, des petits mouvements, mais est en mouvement. Quand vous dessinez quelque chose, c'est comme quand vous le voyez. Il y a une perception qui est nécessaire, une perception de la vitalité de la chose, de la figure représentée. Si, par exemple, je veux dessiner un animal, je peux très bien le faire. D'après une photo, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir la copie d'une photo d'un animal. Et finalement, je serai allé à la surface de la chose, à un moment arrêté. Or, nous ne fonctionnons pas avec des moments arrêtés. On perçoit les choses en mouvement. Nous-mêmes, on fonctionne, notre réalité, c'est une réalité du mouvement. Quand Ingres disait « la vie, c'est le mouvement », il avait entièrement raison. Physiquement, de toute façon, on sait évidemment que
Il n'y a pas de vie sans mouvement. Et si on s'attache à un instantané, à un moment coupé d'autres successions, on n'aura qu'un instantané, rien de vivant. Si vous dessinez des chats, je sais que sur Internet, il y a un plaisir des chats. Moi-même, j'ai 3 chats et on s'amuse bien. C'est des animaux qui me tiennent bien à cœur. Dessinez-les. Pas leurs photos, dessinez des vrais chats. Hein, vous en avez souvent sous la main parce que beaucoup de gens ont des chats. Dessinez dans le métro. Les gens vivants. Pourquoi ? Évidemment, quand on regarde, je prends l'exemple d'un chat, il bouge. Et puis il bouge, mais il a des attitudes qui vont se répéter. Et c'est ça qui va nous donner beaucoup plus de renseignements sur l'essence même de la perception qu'on a de cet animal. Cette répétition, ces attitudes qui reviennent et qui reviennent. Ça n'est pas de faire un instantané d'un chat coupé dans un moment qui nous est très très éloigné finalement, qui a de l'importance, mais de rendre quelque chose qui est profondément ancré dans les attitudes répétées de cet animal. Et c'est en se confrontant au dessin d'animal qui bouge que vous arriverez à choper le plus caractéristique, ce qui va le plus parler de cet animal. Delacroix, qui était l'ennemi, enfin lui n'était pas l'ennemi, mais Ingres considérait Delacroix comme son ennemi juré. C'est assez délectable d'entendre ce qu'Ingres pouvait dire. Il avait une vision, c'était l'opposé d'un romantique, Ingres, puisque c'est Delacroix qui est romantique et Ingres classique, mais il avait une vision un peu romanesque du monde artistique. Et donc par exemple, sachant Delacroix, c'était Rubens, enfin c'est dans la suite, il y a vraiment une logique à ça, on pourra venir, mais par le trait, par la façon de concevoir l'espace. Quand Ingres rentrait dans la salle des Rubens au Louvre, où il y a l'arrivée de Catherine de Médicis au port de Marseille, donc il ouvrait son parapluie. Il ouvrait son parapluie parce que voilà, c'était vraiment l'exemple à ne pas suivre. Eh bien pourtant, Delacroix disaient beaucoup de choses communes avec Ingres. Ils ont des conceptions de l'art totalement différentes et pourtant ce sont tous les deux de très grands artistes pour des choses très proches. Non pas par rapport à leur conception de l'art qui sont diamétralement opposées, mais par la profondeur de leur démarche et finalement l'essentiel est très proche. L'essentiel est très proche. Donc on trouve des choses assez similaires dans ce qu'ils vont décrire, dans ce qu'ils vont théoriser. Delacroix qui disait on doit être capable de dessiner quelqu'un. Alors, il y a le côté romantique, dramatique du suicide d'Adam ou de la mort qui est proche, puisque Delacroix disait du moment où quelqu'un tombe du 5e étage, je crois, si je ne dis pas de bêtises, on doit être capable de le dessiner entre le moment où il saute et le moment où il atterrit. C'est-à-dire que c'est vraiment une ode au mouvement. En même temps, c'est mêlé du caractère romantique de ces artistes tels que Delacroix et Géricault qui sont dans la dramatisation totale. Donc, la violence est toujours présente, les corps sont toujours torturés, etc. Ingres appuie tout le temps sur le mouvement. Il ne cesse de le dire, je dirais précisément les extraits. C'est pas pour rien. C'est-à-dire arrêtez de décider d'après des images. Sinon, vous serez en dessous de l'image. L'artiste hyper réaliste qui arrive, aujourd'hui il y en a qui sont très performants là-dedans, à faire une image d'après une image qui est bluffante. C'est bluffant, mais en quoi il y a un intérêt d'être aussi inhumain qu'un appareil photo? Qu'est-ce qu'on place là? Je veux dire, la photographie, évidemment, est un art à part entière. Il y a d'extraordinaires photographes. Par contre, si je fais la copie d'une photo d'un grand photographe, allez, à la rigueur, s'il y a une bonne compo, je peux travailler, analyser la composition derrière. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, la photo est là. Je fais une copie d'une photo. En fait, je suis quoi? Je vais faire une petite... Mais il faut arrêter. Faut arrêter en fait. Soit vous faites du mandala, c'est un peu ça, je fais des coriages, je me fais du bien, mais je comprends rien et je n'apprends rien. Soit vous faites pas ça. Regardez. Attention, on peut se servir de photographie comme document. Moi-même, ça m'arrive de le faire, de très grands artistes l'ont fait. Mais si on est servile à la photographie, si la photographie est l'outil nous permettant de comprendre le monde, on voit le monde à travers un appareil photo. Vous savez, comme tous ces touristes qui viennent voir la Joconde derrière leur appareil photo, leur téléphone. Quand j'étais jeune,
que j'allais m'épuiser les doigts et les yeux devant les grands maîtres. Ça me faisait toujours rire de voir les gens à l'époque avec des caméscopes qui passaient dans le Louvre à travers un caméscope. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient rien du tout. Ils voyaient à travers leur objectif. Donc finalement, c'est la machine qui leur permettait de voir. Ils auraient pu rester chez eux, acheter une vidéo de la chose. Ce soit de privilégier les choses qui bougent beaucoup. Alors ça, c'est assez technique. Hein. Par exemple, dessiner aux os, c'est super bien. Pourquoi ? Évidemment, les animaux, c'est toujours intéressant. Il y a juste un côté affect, etc. Ils ont des attitudes qui sont très naturelles, très intéressantes. Mais au-delà de ça, on a beaucoup d'animaux qui bougent et qui bougent beaucoup. Et quand les animaux bougent beaucoup, on est bien obligé de se rendre compte qu'il y a des attitudes très caractéristiques qui reviennent. Et on peut très vite donner vie à ces attitudes sur du papier. Donc, dites-vous une chose, si vous apprenez à dessiner avec des modèles, papier, tuto, vidéo, ben, vous apprendrez rien. Il n'y a pas de méthode. La seule réalité, c'est de se confronter. Il y a des règles. S'il n'y a pas de méthode, il y a des règles. Mais même ces règles-là sont infiniment moins élevées que la capacité émotionnelle humaine. C'est-à-dire que même quelqu'un qui irait à l'encontre totale des préceptes que je peux vous donner, qui peuvent sembler dogmatiques, même quelqu'un qui irait complètement au-delà, avec une démarche sincère et avec beaucoup, en tout cas, d'émotion dans son travail, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Seulement, être soumis à une photographie, ça veut dire voir le monde dans une toute petite fenêtre, toute petite, étriquée, celle d'un appareil, celle de quelque chose qui n'est pas humain, donc qui n'a pas d'émotion. Je le répète, il peut y avoir énormément d'émotions dans une photo, mais si vous copiez une photo parce que il y a une sensation à travers cette photo, vous ne cherchez pas l'émotion ressentie par vous-même, mais l'émotion qu'a fait passer le photographe. Donc vous faites rien, quoi, en fait. Il y a bien plus en vous qu'il n'y a dans les photos. On se confronte au réel, au réel. On prend la mesure des choses les unes par rapport aux autres, tant en termes de proportion, de bien mesurer les proportions, de direction, de contraste, donc de lumière. La couleur, je dirais, c'est secondaire. C'est secondaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir une force pénétrante terrible sans passer par les couleurs. Évidemment, si on se base sur Pierre Bonnard, sur Claude Monet ou sur Auguste Renoir, évidemment, ou des plus contemporains en propos, ou Micheli en ce moment, c'est quand même là je suis très sensible à ça, hein, les expressionnistes abstraits de façon générale. Bien sûr que la couleur est fondamentale dans tous ces travaux, bien sûr, mais ça n'est pas un postulat de départ, d'accord ? Alors que certains autres peuvent sembler plus prégnants dans la représentation. Hein, et encore. Il y a tellement de contre-exemples qu'on va s'éloigner des dogmes.